On va passer à la suite. Et donc, le prochain exposé, je vais le faire avec Morgane. C'est Morgane qui va prendre la parole en premier. On change de sujet, puisqu'on va parler de pigments. Alors, est-ce que ça marche, le partage d'écran? Le partage d'écran marche. Et là, voilà, on commence à voir ta présentation. C'est parfait. Ok, super. Bon, je vais essayer de pas faire trop long, du coup. Donc moi, je travaille plutôt sur des pigments, effectivement. Donc c'est un peu différent de tout ce qu'on a pu voir jusque-là sur plutôt de la télédétection. Et donc c'est plutôt des pigments assez particuliers. C'est ceux qui sont utilisés notamment en... Mince, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez toujours? Oui, c'est bon, c'est très bien. Donc, c'est les pigments qui étaient utilisés enfin, pour les peintures pariétales et donc les peintures préhistoriques notamment. Donc, ici, j'ai mis juste quelques exemples relativement connus de Lascaux et de Chauvet. Et ceux auxquels je m'intéresse le plus, c'est ceux qui donnent cette teinte rouge. Donc, on a plusieurs teintes de rouge et parfois même un peu pourpre, qui en fait est due à la présence d'hématite. Donc pour simplifier, parce que c'est quand même un objet assez complexe, donc une peinture, c'est juste un substrat avec une couche finalement rugueuse par-dessus de peinture. Et si on regarde plus précisément dans cette couche de peinture, en fait, c'est plein de petites particules. Alors quand on regarde les peintures pariétales aujourd'hui, on ne voit pas forcément de présence de liant, donc il n'y a pas spécialement d'eau, ça semble être simplement de la poudre sèche. Et si on zoome encore, alors là, c'est donc pour les peintures pariétales en particulier, finalement, ça va être donc des ocres. Donc c'est pas des poudres qui sont parfaitement homogènes. Il va y avoir trois composants principaux. On a du sable ou du quartz. On a aussi des argiles. Et ce qui va être responsable donc de la couleur, on va avoir donc des oxydes de fer. Il y a l'hématite ou la goethite qui sont responsables respectivement de la couleur rouge ou jaune. Donc bon, ce que je vous montre là, c'est plutôt sur l'hématite, mais a priori, on pourrait faire la même chose sur la goethite. Alors, donc, dans un premier temps, je me suis plutôt intéressée à ce qui était pigment vraiment sec, puisqu'on n'observe pas de liant sur des mesures effectuées dans les grottes, donc sur le terrain de nos jours. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a synthétisé en fait tout un tas d'hématites différentes et on a voulu recréer toute cette palette de rouges différents qu'on pouvait observer dans les différentes peintures. Donc, on a 13 échantillons que j'ai tout remis ici, donc ils sont tous synthétiques. Donc, j'ai que de l'hématite vraiment pure. Il n'y a pas spécialement d'impureté, sauf quelques traces très légères de goethite dans un ou deux des échantillons. Et en fait, on essaye de relier la couleur que l'on perçoit avec les morphologies de nos grains, donc leur taille et la forme des grains en fait qui composent les poudres. Donc, je vous ai mis quelques images ici au microscope électronique à balayage pour vous montrer les différentes morphologies qu'on est capable d'obtenir. Donc, on a des grains qui sont de taille très variée, entre 10 nanomètres de rayon jusqu'à plusieurs microns. Donc bien sûr, on les a caractérisés optiquement, notamment toujours avec ce fameux instrument donc Alipag. Donc cette fois-ci, c'est Shadows, donc c'en est un autre pour des échantillons plus sombres. Donc j'ai pu utiliser celui-là dans une géométrie particulière, donc incidence 0 degré et observation à 30 degrés. Et donc, on observe que même si on a un seul et unique matériau qui est l'hématite pure, on obtient des spectres en réflectance qui sont relativement différents. Donc, la forme globale est la même, mais on a des différences au niveau de la position des bandes d'absorption qui peuvent être légèrement décalées d'un échantillon à l'autre. On a des différences d'intensité. Bref, on a des différences de couleur. C'était visuel, mais maintenant, on l'a plus précisément euh, avec les différents paramètres colorimétriques en fait, auxquels on a accès via les spectres, on est capable de caractériser ces différences de couleurs. Donc, on a essayé de trouver une corrélation entre les paramètres morphologiques en fait, ou structuraux de nos pigments avec la couleur observée. Ce qui a été le plus probant, finalement, c'était une corrélation entre donc, la teinte, qui est calculée ici dans l'espace colorimétrique LAB, avec la taille des grains. Donc ici, j'ai utilisé le diamètre des grains. Et en fait, on a une tendance un peu particulière. On va avoir une première tendance pour des grains relativement fins, donc en deçà de 80 nanomètres de diamètre.
Et au-delà, en fait, nos tendances s'inversent totalement. Donc maintenant, on voudrait pouvoir modéliser cet effet-là, puisque c'est juste une observation. On voudrait savoir quel est le phénomène physique qui fait qu'on a cette inversion de tendance à ce diamètre en particulier. Donc, on a commencé par faire quelques simulations assez classiques, donc juste simuler en fait la diffusion donc, de mie, de relais ou d'autres choses, en prenant en compte de l'absorption ou non, pour voir si on était capable de reproduire en fait les spectres de réflectance mesurés. Il s'avère qu'avec juste ces phénomènes physiques classiques, on n'y arrive pas. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'image ici en bas à droite. Donc, vous avez le spectre mesuré en bleu d'un échantillon que je vous ai remis ici. Et avec les simulations donc, de mie ou de diffusion de mie ou de relais, on obtient un spectre qui est beaucoup plus écrasé, qui est donc beaucoup plus absorbant finalement que ce qu'on mesure réellement. Donc, il y a d'autres phénomènes physiques qu'il faut qu'on identifie et qu'on prenne en compte pour pouvoir modéliser ces poudres sèches, toujours. Donc, très rapidement, pour faire ça, on a identifié de nouveaux phénomènes et on est passé plutôt par une analyse de la BRDF et non plus seulement d'un unique spectre. Je ne vais pas m'étaler sur le modèle qu'on a développé, mais grossièrement, on a les résultats suivants. Donc, on a pour plusieurs incidences, donc 0 degré, 20 degrés, 40 degrés, 60 degrés. On a illuminé et observé sur tout l'hémisphère les différents échantillons. Donc là, c'est les résultats pour un échantillon en particulier. Donc, on a cette rétrodiffusion, là, le pic qui est ici, sur toutes les figures. Donc, finalement, ce pic de rétrodiffusion dont on a parlé dans les deux présentations précédentes, qu'il nous a fallu prendre en compte dans notre modèle. Donc, ça marche pas trop mal, mais voilà. Donc, tout ça, c'est pour des poudres sèches. Maintenant, il faudrait qu'on puisse étendre donc, cette étude à des poudres qui sont humides. Et donc, j'ai quelques résultats qui sont très préliminaires, c'est encore très récent. Mais voilà ce que j'ai tenté de faire récemment. Donc, j'ai utilisé deux pigments en particulier, donc, qui sont tous les deux des ocres, une ocre jaune et une ocre rouge. Donc, ici, la présence de goethite et ici, la présence d'hématite. Et j'ai utilisé de l'eau comme liant parce qu'en fait, dans les peintures pariétales, on suppose qu'il était plus simple d'étaler la peinture avec de l'eau plutôt que d'étaler simplement le pigment sec sur de la roche. Donc pour vérifier ça, j'ai voulu faire la même chose. Donc j'ai fait sur du papier, non pas sur de la roche, et j'ai utilisé deux méthodes d'application différentes, soit au pinceau, soit au doigt. Parce qu'encore une fois, à l'époque des hommes préhistoriques, il était peut-être tout simplement plus simple de dessiner avec le doigt. Et il arrive sur des peintures observées sur les parois de voir des traces qui ressemblent typiquement à des traces de doigts, donc juste des espèces de taches en fait. Donc voilà, donc j'ai essayé avec les deux ocres dont je dispose. Donc ici, vous avez donc c'est une photographie à chaque fois des tests que j'ai faits. Donc j'ai essayé avec le pinceau d'étaler de la poudre sèche et de la poudre humide, enfin de la poudre humidifiée, pardon. Et j'ai fait la même chose, mais avec la méthode d'application au doigt. Donc rien que visuellement, on voit qu'il y a une énorme différence. Pour l'instant, je n'aurai pas beaucoup plus de précision là-dessus, mais il y a une énorme différence, que ce soit au point de vue de la texture. Donc on a des effets de texturation en fait qui sont différents suivant si la poudre est sèche ou non. Il y a aussi bien évidemment des différences de couleurs. Donc là, j'ai reproduit les couleurs en fait qui ont été mesurées. On voit que c'est quelque chose qui varie beaucoup en fonction et de la méthode d'application et de si c'est humide ou non. Et j'ai aussi les mesures du coup en réflectance effectuées ici, toujours dans la géométrie 0,30 degrés. Donc voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. Donc je pense que Lionel va en parler un peu plus dans la suite de l'exposé. Mais dans tous les cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, enfin, qui moi m'intrigue particulièrement, c'est donc non seulement ces histoires de texturation qui vont changer en fonction de s'il y a de l'eau ou non, et un point d'observation qui rejoint un peu ce qu'a énoncé Bernard tout à l'heure, c'est que ici, sur la photo, mes échantillons sont tous secs. Donc, certes, j'ai utilisé de l'eau en tant que liant au moment de l'application sur mon substrat, mais j'ai laissé sécher mes échantillons, en fait. Donc, quand la photo est prise,
en théorie, je n'ai plus d'eau vraiment qui est présente au niveau de mes échantillons. Et pourtant, la couleur est tout de même différente. Donc, je suppose qu'effectivement, en rajoutant de l'eau, eh bien, ça doit favoriser une certaine orientation en fait des grains qui sont présents dans la poudre. De quelle manière exactement, je n'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, ça change beaucoup de choses. Voilà. Et donc, voilà, juste en résumé de ce que j'ai raconté. Donc, pour les poudres sèches, donc il y a tout ce qui est phénomène d'absorption, différentes sortes de diffusion, et pas seulement de la diffusion classique de type Mi ou Rayleigh. Et avec un liant, on va avoir des choses très différentes qui vont arriver, notamment parce que l'épaisseur finalement va être plus grande, plus épaisse, plus facilement que si j'étalais simplement de la poudre sèche. Il y a des changements de couleur et des changements de texture. Voilà, Lionel, je te laisse la parole pour la suite. Oui, alors j'en profite, il y a une question de Quentin et qui demande si tu as effectué cette étude avec plusieurs personnes. Non, alors non. L'étude pour les pigments secs ou les pigments… Avec plusieurs doigts plus précisément. Ouais. Non, j'ai utilisé les miens. Non, c'est vraiment quelque chose qui date de une semaine, en fait. D'accord. Parce que Voilà. on a pu faire pas mal de mesures de BSDF, nous, pour les détecteurs d'empreintes digitales. Ouais. Et c'était une des requêtes des clients de vraiment avoir plusieurs personnes, plusieurs doigts et donc plusieurs taux de gras ou d'huile, on va dire, sur le corporel. Et donc ça avait vraiment, ça a vraiment un impact au niveau du doigt seul, sans appliquer les pigments. Donc à mon avis, c'est quelque chose que Oui, d'accord. vous Ok. devriez étudier ici. Ça peut être très intéressant. En tout cas, merci. Merci pour cette remarque. Merci Morgane. Et donc je prends la suite. Alors, c'est également des résultats très préliminaires, en fait, qui datent même un peu, puisque ça date de quand j'ai fait un séjour au département recherche de la National Gallery, mais c'était en 2010. Et donc j'ai ressorti pour vous ces quelques résultats. Hein, c'est extrêmement préliminaire. Mais c'est pour vous donner. Alors, on n'est plus dans l'art pariétal, mais on est un petit peu au-delà. Et pour vous donner une technique qui est utilisée, qui s'appelle Fiber Optics Reflectance Spectrometry, parce que c'est simplement la mesure de réflectance donc sans contact, d'où l'intérêt pour l'étude d'œuvres d'art. Et donc, on s'intéresse souvent à une large gamme spectrale, puisque le visible est souvent insuffisant pour le but principal, c'est identifier des pigments. Et donc, plus le domaine est large, évidemment, plus on a des chances d'avoir une signature de ce pigment. Alors, la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà de la simple identification du pigment? Donc, je vous ai présenté là ici avec un exemple sur Ici, vous voyez, vous avez une mesure sur cette feuille bleue. Donc, c'est un manuscrit la fin du XIVe siècle. Et vous avez, si vous avez une base de données de pigments, de mesures spectrales de pigments, ce qui est le cas ici, on peut reconnaître, ici, c'est de l'azurite. On a le pigment en poudre. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de caractéristiques en commun qui nous permettent de faire cette identification. Évidemment, il faut faire attention puisque ça peut dépendre du fond. Là, c'est un parchemin, hein, c'est du vellum. Alors évidemment, dans le visible, on peut considérer que la peinture est quasiment opaque. Par contre, dans l'infrarouge, c'est beaucoup moins vrai. Hein. Vous voyez que là, par exemple, cette descente abrupte est liée au parchemin. Et un exemple intéressant, c'est que vous voyez, une deuxième feuille ici, le bleu est quand même sensiblement différent. Pourtant, le spectre a les mêmes caractéristiques. C'est également de l'azurite. Et donc, la question, c'est comment on peut expliquer ce type de différence entre de teintes, hein, entre deux zones qui utilisent a priori le même pigment. En fait, le spectre dépend de pas mal de choses, évidemment du pigment principal, mais aussi éventuellement s'il y a des mélanges de pigments, d'autres pigments. Là, on est à la fin du XIVe siècle, donc les mélanges sont quand même assez limités, mais on peut parfois avoir du blanc. Ça dépend du support, comme je vous l'ai montré.
de la granulométrie des pigments, et puis là, donc, ça rejoint ce qu'a présenté Morgane, et enfin du liant, ce qui va nous intéresser à présent. Alors, comment on peut expliquer cette différence de teinte, cette différence de couleur? Il y a deux possibilités, hein. Il peut y avoir des modifications chimiques, c'est-à-dire qu'il y a certains pigments, hein, qui mélangés à l'eau, ben, il y a une réaction chimique qui est induite. Donc c'est pas tellement ça que je vais présenter là. Et ce qui nous intéresse peut-être plus facilement, c'est les modifications physiques de l'absorption et de la diffusion, même si, comme l'a montré Morgane, ben, c'est pas toujours aussi simple, hein. Alors, influence de la taille des pigments, c'est le pigment en poudre, dont le spectre a été mesuré, toujours de l'azurite. Vous voyez avec une image en microscopie optique et en microscopie électronique, avec donc des grosses particules, des gros grains de pigment. Et une fois après broyage manuel, vous voyez le spectre qui est ici, avec des choses qui sont relativement compréhensibles, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le matériau soit plus diffusant puisque les particules sont plus petites, ce qui est relativement le cas dans le visible puisque le spectre est plus élevé, mais vous voyez que c'est beaucoup moins vrai dans l'infrarouge. On s'attend à ce que ce soit, donc c'est le même pigment, donc ça ne change pas trop les bandes d'absorption, les positions des bandes d'absorption, c'est à peu près vrai. Mais ce qui peut expliquer, par exemple, la différence de, je sais pas, je mets ma souris, mais peut-être que vous la voyez pas. Bon, j'arrive pas à le mettre, donc c'est pas grave. Vous voyez dans la fin du visible, vers 800 nanomètres, on a un changement quand même de forme du spectre qui indique qu'il y a sans doute eu également une modification chimique qui peut expliquer donc cette différence de couleur. Par contre, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est qu'on a des pigments plus petits, des grains plus petits, et du coup, les bandes d'absorption sont en amplitude beaucoup moins fortes. L'influence du liant, enfin, eh bien, vous avez le pigment sec ici, et puis le pigment mélangé avec de l'huile de lin, indice autour de 1,5. Donc, ben, là, ce qu'on a déjà vu par ailleurs, c'est que ce changement d'indice, ben, le contraste d'indice étant beaucoup plus faible, vous avez un spectre qui est globalement donc c'est un matériau beaucoup plus sombre. Et on voit aussi apparaître les bandes d'absorption de l'huile de lin. C'est une technique pour identifier le pigment utilisé, le liant utilisé. Pardon. Oui, alors justement pour refaire une simulation en partant du pigment sec, comment simuler le pigment mélangé avec l'huile de lin. Alors vous voyez, c'est extrêmement rudimentaire et beaucoup plus rudimentaire que ce que viennent que les présentations précédentes. On suppose que l'absorption est inchangée, donc le liant est non absorbant. La rétrodiffusion S, on va la supposer indépendante de la longueur d'onde, ce qui est une hypothèse qui est correcte tant qu'on a des particules qui sont de taille assez importante, diffusantes, et qui va simplement diminuer, mais indépendamment de la longueur d'onde, en raison de la baisse du contraste d'indice entre le pigment et le liant. Et enfin, on relie l'ensemble en utilisant la fonction de Kubel-Kamoun qui relie le rapport K sur S à la réflectance. Et voilà, on peut simuler, si vous voulez, la courbe en rouge. Évidemment, on n'avait pas pris en compte les bandes d'absorption de l'huile qui sont ici et qui apparaissent en différence. Ici, c'est la même chose, mais avec un pigment, toujours même, un autre pigment sec, mais c'est de l'azurite, mais pas le même, et le pigment mélangé à de l'eau. Donc là, encore une fois, un spectre beaucoup plus bas. Et là, les spectres qui suivent ici, c'est l'évaporation partielle. Alors, je crois que au bout de 20 minutes, on est sur la courbe en gris. Je n'ai pas attendu beaucoup plus pour savoir jusqu'où ça revenait, hein. Je n'ai pas fait justement voir si c'était réversible complètement.
Et en rouge, c'est la simulation cette fois-ci en faisant la même hypothèse. Donc vous voyez qui colle relativement bien dans le visible, mais là on est qui surestime beaucoup trop dans l'infrarouge. Donc il y a des phénomènes là qui sont pas complètement pris en compte, et je pense que l'hypothèse de dire que l'eau n'est pas absorbant est sans doute pas correcte. Donc j'ai dû prendre ici l'absorption de l'eau en fonction de la longueur d'onde. Alors le domaine qui nous intéresse, il est ici en fait. On est à 350 nanomètres jusqu'à 2500 nanomètres. Et vous voyez que en fait, l'absorption augmente très très fortement dans l'infrarouge. On passe, il y a plus de 5 décades, ce qui peut expliquer pourquoi si on ne le prend pas en compte, bien ici, on surestime fortement le spectre. Voilà, c'était, vous voyez, une présentation très très rudimentaire, mais voilà, pour vous donner un autre aspect où l'eau peut interagir. Et je vous laisse la parole si certains ont des questions. Oui, c'est Mathieu qui parle. J'avais posé la question à Morgane qui vient de répondre sur le chat sur le support sur lequel elle appliquait les pigments. Une question qui serait intéressante à regarder, c'est de voir dans quelle mesure, déjà de voir si la manie pouvait être refaite sur un support imperméable. Et d'un côté, puis de voir comment un pigment sec s'insère dans les fibres d'un papier donc type aquarelle, et comment les pigments mouillés s'insèrent aussi. À mon avis, il doit y avoir des assez grosses différences et qui doivent se traduire du coup dans des différences de structure microscopiques. Oui, oui, absolument. J'ai pas regardé non plus au microscope comment était exactement mon papier. Dans l'idée, ce serait à terme même de pouvoir le faire carrément sur un substrat de type proche, finalement, puisque les peintures qui, moi, à l'origine m'intéressaient, sont sur des parois rocheuses et non pas sur du papier. Mais effectivement, ouais, il y a sûrement plein de choses à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui, j'avais aussi une question commentaire. Dans le visible, je ne sais pas si tu as encore ton exposé, mais dans le visible, quand on est dans des bandes qui saturent, quand on commence à les désaturer, on peut facilement changer de teinte parce qu'on change complètement la forme de la bande. Je ne sais pas si tu as ton exposé là. Tu parles en ce qui me concerne? Oui, Donc, je reviens à quelques transparents avant. Oui, c'est peut-être celui-là. Voilà, ici, pareil. Je ne sais plus où est-ce que c'était, où est-ce qu'il y avait ou alors, non, par c'était exemple. Ouais, c'était peut-être avant où il y avait la bande saturée et ensuite elle désaturée. Voilà, par exemple ici, on voit clairement, on change la forme à ce niveau-là. Et donc, ça va changer la teinte sûrement plus efficacement qu'ailleurs. Ou ailleurs, essentiellement, on change le niveau de réflectance et l'intensité des profondeurs de bande. Mais là, moi, là, je me posais la question s'il n'y avait pas une réaction chimique qui fait, parce que la forme de la bande est quand même assez modifiée. non, elle est modifiée parce qu'elle est désaturée. De l'autre, elle est toute plate parce qu'elle est complètement saturée. Et en fait, cette forme-là, on la voit plus. Elle est simplement à cause de la saturation. D'accord. Je ne pense pas que c'est un effet chimique là. Ça peut très bien totalement être un effet purement voilà, de saturation de la bande. L'absorption là est trop forte pour qu'on voit cette petite variation. Oui, elle est plate. Elle est complètement plate. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun photon qui sort du premier grain. Il reste plus que le premier spéculaire, en fait. On va dire le spéculaire, la première réflexion à la première interface. Voilà. En gros, j'ai perdu oui. l'information, quoi. Oui, on voit plus l'absorption du tout, en fait, d'une certaine manière. Alors que dans l'autre, il y a du rayonnement qui arrive à sortir de certains grains. Voilà, dans la bleue. Merci.